voici dans le 3e épisode et le dernier. Donc je répète que nous avons imaginé un jeu pour que tu puisses offrir 3 exemplaires de tes livres. Alias Adam, Et alias Adam qui est derrière toi. Donc dans ce 3e épisode, il y a un livre qui va être offert. Le jeu, le règlement, c'est le suivant. On va essayer, toi ou moi, on va voir, parce que ça a évolué un petit peu, de prononcer un mot 3 fois dans cet épisode, un mot qui n'a rien à voir avec le sujet. Pratiquement rien à voir avec le sujet. Donc vous allez voir, les moments où on va rigoler en général, ça sera le mot qu'il faudra remarquer et souligner. Et là, le premier commentaire en fait sous la vidéo qui trouvera le mot, enfin ce mot qui va décliner donc 3 fois lors de l'interview sera considéré comme gagnant. Et vous pourrez on vous signalera bien entendu qui sera le gagnant, et on vous invite donc à nous donner vos coordonnées postales par email à l'adresse donc le studio, nos studio-du-6 one@orange.fr, et vous nous communiquerez donc votre adresse. Et Charles vous enverra un livre gracieusement qui vous sera dédicacé. Donc tout ça, bien entendu, c'est dans la description de la vidéo. Si vous voulez le lire à tête plus reposée pour comprendre plus précisément comment ça se marche, ben voilà, ça sera peut-être plus simple pour vous. Donc, nous en étions à ces fameux Anunnaki. Et d'ailleurs, on va directement attaquer dans ce sujet-là. On va parler donc du jardin de l'Éden. Éden, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? L'Éden, c'est la plaine. Oui, exactement, tu l'as dit toi-même. Exactement. Quand les Anunnaki sont arrivés sur la Terre, donc au large du golfe Persique, et qu'ils ont établi leur première cité, donc, qui portait le nom de Eridu, enfin qui porte le nom, parce qu'elle existe toujours actuellement, Eridu, qui signifie la maison loin de la maison. Eh bien, ils auraient ils auraient appelé ce territoire avant, qui était la Mésopotamie, et donc l'Irak actuel, qu'ils auraient nommé Éden, donc E.D.I.N. Éden, qui signifie, oui, exactement la plaine, et qu'on retrouve dans le récit biblique sous le nom de Éden. Donc c'est amusant de voir ce petit lien qu'il y a entre la tradition sumérienne et puis les textes des religions du livre, où on retrouve la même chose écrite légèrement différemment. D'ailleurs, ça me fait penser que quand Jésus ressuscite, Marie-Madeleine le confond avec un jardinier. Ah ouais ? Ouais. Ah, intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, la première phrase, elle ne le reconnaît pas d'ailleurs. Et elle lui dit oh mon rabouni, donc c'est oh mon rabbin préféré. Donc on peut imaginer plein de choses là derrière. Et lui sort cette phrase qui pour moi a beaucoup de sens: ne me touche pas. Et ça veut dire beaucoup de choses. Tu as remarqué souvent, en fait, dans un conflit sentimental, la femme dit souvent à l'homme: ne me touche pas. Ouais. Ça me fait rire parce que là, c'est un homme qui le dit à une femme. Enfin bon, voilà, c'était une petite aparté, un petit clin d'œil. Est-ce que tu peux nous parler en fait de la liste royale sumérienne? Comment ça s'établit? Comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. La liste royale sumérienne, c'est avant toute chose, c'est un prisme en fait qui est assez gros quand même. C'est un prisme qui a 4000 ans. Dont on parle très très peu en fait, qui est dans un musée, lequel à vérifier, je ne sais plus. En tout cas, dans Alias Adam, j'ai été obligé de le mettre au British Museum puisque c'est là que se déroule l'histoire. Et dans tous les cas, cette liste royale sumérienne, en fait, elle liste un petit peu tous les rois antédiluviens. Donc c'est intéressant de voir jusqu'où on peut remonter. Et le premier roi aurait porté le nom de Alulim, et qui fait écho justement à l'Adapa dont on a parlé, donc ce premier homme civilisé. Et Alulim, lui, deviendra le premier roi, prêtre et prophète sur Terre. Et c'est de lui que descendent du coup les 10 monarques qui sont directement en lignée d'Adam, comme dit la Bible. Donc ce Alulim serait l'Adam biblique. Jusqu'à le Noé qu'on connaît aujourd'hui, mais qui portait le nom de Ziusudra. Alors dans différentes cultures, parce que la mythologie mésopotamienne englobe diverses traditions. On a la tradition babylonienne, la tradition akkadienne, la tradition assyrienne. Il faut savoir que du coup, ce personnage qu'on nomme aujourd'hui, que les Hébreux ont transposé à leur patriarche Noé, portait des noms différents. Donc on a par exemple l'épopée de Gilgamesh, en l'occurrence, où ce personnage s'appelait Utanapishtim.
On a encore peut-être une autre, le poème d'Atrahasis, qui est également un texte très très ancien, où là, Noé porte le nom de Atrahasis. Et si on remonte encore plus loin, on a un texte qui s'appelle la Genèse d'Eridu. Donc Eridu, qui fait référence à cette première cité située en basse Mésopotamie, où là, ce personnage, du coup, ce Noé, prend le nom de Ziusudra. Et en remontant la liste royale sumérienne jusqu'au premier roi sur Terre, on tombe sur ce prénom, ce nom du coup de Alulim. Et vas-y. Oui, d'ailleurs, Noé, on lui demande en fait de prendre toutes les races des espèces vivantes sur son bateau, ce qui est improbable parce qu'il y en a des centaines de millions, voire des milliards. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, est-ce que d'ailleurs c'est sous-entendu que ça serait peut-être uniquement des échantillons d'ADN de chacune de ces races? Je vois, tu es déjà bien au fait. Oui, il est fort probable en réalité que l'arche n'ait pas été un vaisseau à proprement dit comme on l'imagine, ou plutôt comme la Bible l'a réimaginé, puisque de toute façon la Bible n'attribue que 3 niveaux, alors que les Sumériens, eux, parlaient de 7 niveaux. L'équivalent, un vaisseau qui avait l'équivalent en taille d'un terrain de football, ce qui est gigantesque. Les Sumériens appelaient cette embarcation Magurgur, ce qui signifie un bateau qui peut rouler et culbuter. Donc on peut facilement imaginer un vaisseau du coup sous-marin. Un vaisseau capable d'être complètement immergé dans l'eau. Après, il y a des textes, en l'occurrence l'Enuma Elish, à nouveau la Genèse d'Eridu, qui eux apportent certaines réflexions, certains détails qui remettent en cause justement cette embarcation qui aujourd'hui on pense qu'elle était faite en bois. Après, eux parlent de bitume carrément. Et on parle à nouveau d'échantillons génétiques, donc c'est-à-dire que les Anunnaki auraient employé une technologie particulière pour recueillir des échantillons génétiques de certaines espèces, mais avant toute chose de ce personnage, Ziusudra. Pourquoi Ziusudra ? Parce que Ziusudra était son fils en fait, tout simplement, à Enki. Enki était tombée, à nouveau, encore une fois, c'est très amusant, était tombée amoureuse d'une femme magnifique nommée Batanash, qui vivait à Shuruppak. Et elle enfanta cette femme, elle donna naissance à ce Ziusudra, justement, qui deviendra, lui, le roi de Shuruppak, et qui, sous la consigne d'Enki, construira, normalement, enfin c'est ce qu'on dit, cette arche. Alors, arche... ce qui est rigolo, d'ailleurs, dans Arche de Noé, si vous prenez simplement les premières lettres, donc A pour arche, D pour D et Noé pour N, ça fait ADN. Donc c'est rigolo, c'est juste pour le jeu de mots. Après voilà, chacun y verra ce qu'il veut. On me dit oui en anglais c'est pas possible. Alors je dis bah oui mais on dit does Noah's arch. Ça fait à nouveau DNA. Donc oui c'est amusant. Donc je pense d'après les récentes recherches, on a retrouvé des structures qui sont assez circulaires et qui auraient potentiellement abrité d'énormes structures, peut-être qui remontent d'ailleurs du temps de l'Atlantide. Ou des dinosaures. Ou des dinosaures. Ouais. Où auraient été stockés, en fait, un peu comme une grosse banque, une salle d'archives, en fait, une banque de données d'ADN pour préserver l'existence de l'être humain sur la Terre. Ouais. La particularité de la religion sumérienne, il y avait quelque chose de précis, des rites Ils vouaient des cultes aux planètes. Ils vouaient principalement les cultes aux planètes et eux ont donné des noms particuliers à ces planètes. Voilà. Comme on l'a dit avant, ils les avaient personnifiés. Mais les étoiles et le mouvement des astres dans le ciel avaient une importance fondamentale en fait dans la mythologie sumérienne. C'est que eux avaient des convictions complètement différentes de celles qu'on a aujourd'hui. C'est qu'ils savaient que nos corps étaient régis. Les lois qui contrôlent nos corps un petit peu étaient régies par le mouvement des planètes. Ouais. D'ailleurs, si je ne m'abuse, je pense qu'il existe un bas-relief qui date de cette époque-là, style moins 3 ou moins 4000 ans avant Jésus-Christ, où il y a toutes les planètes du système solaire en fait qui sont inscrites et
Certaines d'entre elles n'ont été découvertes qu'à partir de 1800-1900. Ouais, 1840 peut-être Oui, avec voilà, Neptune. avec Neptune. Ouais. Et là, elles sont toutes bien référencées, toutes les planètes du système 12. solaire. 12. 12, ouais. Ouais. C'est pour ça que les Sumériens nommaient d'ailleurs Nibiru la 12e, Ouais. la 12e planète du système solaire, parce qu'eux voyaient le système solaire comme un tout, donc un corps qui englobe tous les corps célestes. Et c'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, on prend pas en compte Pluton, on prend plus en tout cas en compte Pluton. On ne pense même pas à la Lune, mais eux englobaient tous les corps célestes. Donc ça fait qu'on arrive au nombre de 12. Voilà. Et pour parler à nouveau de cette planète X que les scientifiques ont découvert, selon moi, le X n'est pas une lettre mais un chiffre romain, et du coup ça ferait de Nibiru la 10e, puisqu'on ne compte plus ni la Lune ni Pluton. D'ailleurs, tiens, je pense à quelque chose là. Toute cette histoire de l'humanité a débuté je dirais, entre la région de l'Irak, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à peu près, entre l'Euphrate et Oui, on va dire que le cœur de l'histoire a pris forme dans ce qu'on appelle le croissant fertile, donc la Mésopotamie, et principalement au sud de l'Irak. Ouais. Et selon toi, en fait, est-ce qu'il y a d'autres endroits du monde, je pense notamment à l'Amérique du Sud, mais aussi en Inde, où on peut envisager des résurgences de leur implication ou de l'arrivée des Anunnakis sur d'autres continents? Partout à travers le monde, ouais. À travers le monde, j'arrive pas à le prononcer, Teotihuacan, au Mexique, oui, dans la vallée de l'Indus. Est-ce qu'on retrouve des similitudes? Oui, au niveau de ces... Alors les Sumériens, chez les Sumériens, on appelait ça des ziggourats. Tu sais, ce sont les pyramides à étages. Et ça, on en retrouve du coup à travers le monde. Ils utilisent un mot qui est légèrement différent. Je veux pas dire de bêtises, c'est pas mastaba ou quelque chose comme ça. Donc ce sont ces pyramides à degrés. Et on en retrouve aux quatre coins du monde, basées sur la même technologie du coup que celle qu'on peut retrouver, ou qu'on a plutôt en Égypte à l'heure actuelle. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle pour avoir survolé un petit peu tout ça, c'est que les traces archéologiques qui nous restent sont uniquement en fait minérales. On ne retrouve pas d'autres matières comme... je sais pas, on parle de technologie hyper avancée, donc on imagine que leurs vaisseaux, tu vois, c'était pas des vaisseaux en pierre, quoi, c'était des vaisseaux... de métal, forcément. Ouais, c'est difficile de les imaginer. Ouais. On va utiliser une technologie d'antigravité, la MHD, utiliser le son aussi, notamment pour les pyramides d'Égypte. Bon, dans les pyramides d'Égypte, on a trouvé des raccords en cuivre, comme quoi il y avait aussi des couches de sel. Alors beaucoup disent que c'est dû à la montée des eaux pendant le déluge. D'autres disent qu'il n'y a jamais eu de déluge, donc on ne sait plus trop quoi penser. Mais ça se défend. Et puis aussi ce minéral là qu'on appelle dolomite, qui est un minéral tout à fait commun et qui démultiplie du coup la conductivité électrique. Et ces raccords de cuivre, ils sont absolument fascinants à voir, parce qu'ils ressemblent grosso modo à ce qu'on fait à l'heure actuelle. Et du coup, c'est ce réseau de conduits aurait potentiellement servi à produire de l'hydrogène en puisant, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les eaux du Nil à l'époque passaient directement sous le plateau de Gizeh et sous la pyramide de Gizeh, et que depuis la salle souterraine, l'eau aurait été pompée et passant dans ces conduits, et puis ensuite dans les chambres du roi et de la reine, aurait servi à créer de l'hydrogène. Oui. Parce qu'il faut savoir que la pierre de fête qui recouvrait, parce qu'on ne la voit plus aujourd'hui, mais la pyramide, elle était faite en électrum, ce qui est un alliage d'or et d'argent, et qui est qui est aussi un conducteur d'électricité. Très conducteur, oui, bien sûr. Alors, il y a d'autres personnes, en fait, qui évoquent l'épopée sumérienne, notamment Anton Parks, qui n'est pas d'accord sur l'existence de Nibiru. Il dit qu'on ne la retrouve jamais, en fait, dans tous les textes qu'il a pu traduire. Qu'en penses-tu? Moi, j'ai déjà vu Nibiru écrit quelque part. Ça ne vient pas de Zecharia Sitchin, d'ailleurs. Oui, c'est pas une traduction de Zecharia Sitchin. Du moins, il me semble pas. Mais c'est dans l'Enuma Elish. D'accord. Très brièvement cité. Très brièvement cité. Oui, mais Nibiru, on l'a aussi beaucoup appelé Marduk.
Et Marduk, on peut très rapidement le confondre avec le fils d'Enki, qui a également porté ce nom. Lui qui a fondé Babylone et la tour de Babylone. Et puis par la suite, l'Égypte. Donc c'est vrai qu'on peut s'y méprendre un petit peu. C'est difficile à comprendre. Mais une fois qu'on a compris dans les Numa Elish que Nibiru prend l'appellation de Marduk par la suite, on peut rapidement faire le lien en fait et mieux comprendre l'histoire du récit de la création. Après, à vérifier encore une fois, Oui, bien sûr. c'est pas dit que Hmm. ce soit juste. Et justement, est-ce que ces Anunnaki seraient-ils tous repartis sur Nibiru? Est-ce que certaines ne seraient pas restées quelque part? Ou peut-être C'est la que... bonne question, ça. Hein. C'est une très très bonne question. Moi, alors on dit oui, en un sens, ils ne sont pas réellement partis puisqu'ils nous ont légué une partie de leur ADN. Donc c'est peut-être un moyen de faire perdurer la génétique des dieux de l'Antiquité par notre biais en fait à nous. Donc nous on est tous un peu porteurs d'une certaine façon de leur patrimoine génétique. Donc on peut dire quelque part qu'ils ne sont pas tout à fait partis. Est-ce qu'il y en a qui se seraient enfouis sous terre dans des mondes souterrains? Alors on dit que avant le déluge, avant la grande catastrophe, puisqu'on était au courant qu'elle allait avoir lieu, puisque Nibiru revenait dans l'axe, revenait à proximité de la Terre, aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Et que du coup ils auraient été au courant de la catastrophe à venir et qu'il y a beaucoup de civilisations qui auraient enfoui des trésors, notamment des quantités d'or astronomiques. Ils auraient creusé des tunnels pour aller les cacher à l'intérieur de la Terre. Hmm. Et aujourd'hui on ne ferait que redécouvrir ce qu'ils ont laissé derrière eux au final, et ce qui ne serait pas grand-chose. Peut-on considérer que, selon certaines théories, les Anunnaki seraient devenus une race intraterrestre, qu'on pourrait nommer les reptiliens par exemple? On peut l'imaginer, oui. Alors les reptiliens, c'est encore autre chose. Moi ça me fascine aussi, les reptiliens, parce que forcément, pour moi, quand on dit que quelqu'un est reptilien, c'est-à-dire qu'il va penser par le biais du cerveau reptilien, en fait, qui se trouve dans le tronc cérébral, donc au niveau de la nuque, parce qu'on a plusieurs parties dans notre cerveau. Donc quand on parle de cerveau reptilien, c'est vraiment le cerveau primal, c'est vraiment celui qui intervient dans la survie, celui qui est vraiment en rapport avec notre côté primitif en fait animal. Après avoir, beaucoup de théories supposent qu'il y aurait des cavités qui ont été creusées et que sous des couches de la planète vivraient potentiellement des civilisations reptiliennes. Oui. Donc ça, je ne sais pas, je ne me suis encore jamais aventuré à l'intérieur. Mais il y a certains témoignages qui jouent en la faveur de cette thèse, à savoir qu'il y aurait un monde abrité à l'intérieur et qu'il serait même probable que ce fameux jardin d'Éden, dont les Sumériens nous parlaient, ne serait pas forcément en Mésopotamie, mais peut-être à l'intérieur de la Terre, ce qu'aujourd'hui on appelle l'Eldorado, la terre d'Amenti, le Shambhala, Shangri-La, quoi d'autre encore, le Valhalla des Vikings, ou encore, on l'évoquait tout à l'heure, la légendaire Thulé, cette île mystérieuse, ouais, ou la cité de l'or. D'ailleurs, Gilgamesh rapportait lui avoir visité cette cité, où il disait qu'elle était complètement faite de pierres précieuses et d'or, et on retrouve cette description dans une multitude de textes, notamment le livre d'Enoch, qui lui aussi dit avoir été guidé par Dieu à l'intérieur de la terre, qui dit avoir vu le jardin d'Éden, et ces 4 fleuves. Dans la tradition germanique avec les Vikings, on a également ça, avec le Valhalla. Donc, ouais, à savoir, il y a peut-être des choses à découvrir, oui, dans le cercle arctique polaire, autour des énigmes qui entourent ce fameux pôle Nord. Je pense qu'il y a des choses à découvrir, oui. D'autant qu'on sait, ce qu'on en parlait rapidement tout à l'heure, on sait que les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont cherché des preuves de l'existence de Thulé, parce qu'eux pensaient être les descendants d'une race technologiquement avancée, donc les Ariens,
et voulaient prouver qu'ils étaient les descendants de cette race pour justifier un petit peu leur idéologie raciale et puis toutes les atrocités qu'ils ont pu commettre. Et ce qui est intéressant de voir, à nouveau, avec ce symbole, la svastika, qui est devenu un symbole de domination, de violence, de haine, qu'initialement, c'était un symbole tout autre, en fait, qui était extrêmement positif, qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup en Inde, hein, d'ailleurs. Dans toutes les traditions, on retrouve... après, elle n'est pas forcément axée de la même façon. Oui, elle est inscrite dans une étoile d'Israël, en fait. Quand tu regardes certains... on va pas dire décor, mais certains graphismes en fait de la religion hindoue. Oui. Tu as l'étoile à 6 branches, oui. Et au milieu, tu as la svastika. Exactement, maintenant ça me revient en mémoire. Exactement, oui, un petit au centre. Oui. Oui, une fois dans un temple hindou. Comment tu l'as nommé, tu as dit ? La svastika. La svastika, ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Et dans un temple, j'étais allé par curiosité en fait assister à une célébration chez des bouddhistes. Mm-hmm. Et il y avait des tapisseries où on voyait la croix gammée inscrite au milieu de... J'ai trouvé ça très bizarre, quoi. Et c'est vrai que chez eux, après, pour avoir posé des questions, c'était le symbole de quelque chose de très positif, de très... on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure autour du chiffre 4. Parce que dans cette croix gammée, du coup, c'est une croix crochetée avec 4 crochets et qui font référence du coup aux 4 fleuves du paradis de Dieu, aux 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Aux 4 saisons hein, aussi, aux 4 évangiles de Jésus-Christ dont on a parlé tout à l'heure. Et moi, ce qui m'a fasciné aussi, c'est que j'ai découvert que ce symbole, il provient en fait d'un groupuscule allemand qui s'appelait la Société Thule. Et c'est de là que Hitler se serait inspiré pour faire le symbole nazi par la suite. Et eux, pendant la Seconde Guerre mondiale, je te dis, ils envoyaient des expéditions dans le cercle polaire arctique. Ils se sont établis sur la terre d'Alexandra, dans l'archipel François-Joseph, où ils ont établi une station météorologique, soi-disant pour orienter leurs navires de guerre stratégiquement. Et ils se seraient aventurés plus dans le nord pour essayer de trouver cette mythique, cette légendaire île. Et puis, alors ce qui vient défendre cette théorie aussi, c'est un petit peu je ne sais pas si tu connais l'amiral Richard Byrd. J'allais justement te poser la question. J'étais dessus. C'est génial, hein. Son rapport de vol qui a refait surface, où il explique heure par heure tout ce qu'il a vu et ce dont il a été témoin. Lui, il a effectué un vol de 2700 km au-delà du cercle polaire arctique et qui dit que la température remontait, qu'il avait vu des montagnes, de la végétation luxuriante, qu'il avait vu un mammouth. Et pas un dinosaure. Et pas un dinosaure. Exactement. Et puis qu'il aurait relevé déjà que la glace des icebergs là-bas était faite d'eau douce et non d'eau salée. Ce qui est extraordinaire. On a retrouvé aussi des plantes, des graines tropicales dans l'eau, de la poussière rouge. Il a même vu des insectes, des mouches, papillons, des choses comme ça. Oui. Et il aurait découvert ce monde intérieur de la Terre dont il serait revenu et puis que la CIA et le FBI lui auraient ordonné de se taire à ce sujet et de ne rien dire. D'ailleurs, si je me souviens bien dans un récit, je ne sais pas l'importance qu'il faut lui accorder, mais quand il a survolé cette partie qui était dénuée de glace, son avion a été pris en charge par des secours volantes, si je me souviens bien, qui avaient le symbole nazi en fait dessus, quoi, carrément. Ouais, et ces vaisseaux auraient pris le contrôle de son avion à ce moment-là et qui l'aurait forcé, ou plutôt qui aurait fait en sorte de le faire atterrir sans problème. Et il aurait été reçu et il aurait échangé avec les intraterriens du coup. Les Agarthiens, appelez-les comme vous voulez, les Touléens, je ne sais pas, qui lui auraient demandé de remonter à la surface et de prévenir l'humanité de leur présence, et que c'était eux qui veillaient sur nous, et qu'ils étaient intervenus déjà de multiples reprises pour nous empêcher de commettre à nouveau de ces catastrophes d'explosion nucléaire. Oui. C'est ce qu'on appelle les grands blonds, un peu, quelque part. Oui, c'est ça. Oui. Sans chaussures noires. Ouais, les blonds aux yeux bleus, à la peau si transparente qu'il a... Ouais. Alors, paraît-il qu'il faut s'en méfier, qu'ils ne sont pas forcément si protecteurs que ça. Mais enfin, bon, là, après, on part toujours dans des théories. C'est toujours dur, en fait, d'arriver à avoir des certitudes. Comme on le disait tout à l'heure, c'est intéressant. C'est très, très intéressant. C'est même captivant. Après, pour en tirer des conclusions définitives, c'est pas le but du jeu, on est bien d'accord.
Non, 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 on va pas se dire oui, ça c'est juste, ça c'est Ouais. faux. Ça sert à rien. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la recherche, c'est de découvrir, c'est de s'ouvrir l'esprit, c'est de se dire qu'il y a quelque chose de supérieur, quelque chose qu'on comprend pas et qu'on vit tout simplement pas la réalité de ce monde. On y arrive. Euh, Est-ce que cette thématique, elle est difficile à placer en termes d'édition, de communication? Est-ce qu'il y a un peu, comment te dire, une omerta, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop en parler quand même? Bah moi, quand j'ai lancé, j'ai envoyé mon manuscrit au début à 25 maisons d'édition. J'étais assez sûr de moi, j'étais content de mon produit, j'étais content de tout ce que j'avais fait. Évidemment, quand on n'y connaît rien, on est toujours très optimiste. Donc j'ai reçu 20 refus. 20 refus. Sur 20. Notamment à cause des thématiques abordées. Alors, il te disait quoi exactement? Non, ça ne nous intéresse pas, ou Alors il y bien en il a te qui se sont montrés très courtois, qui sont pas trop rentrés dans les détails, mais j'ai compris que le problème venait du sujet. ils te l'ont ouais, insinué, quoi. Insinué, voilà. C'est-à-dire, dans le texte, oui, nous avons bien reçu, on vous félicite, machin, etc. Mais mais, Oui, c'était mais quoi? ça ne correspond pas à la ligne éditoriale. Ça, Mais voilà, ça c'est c'est la réponse où le on peut grand pas faire bottage en d'erreur. touche. Voilà, alors moi je suis retourné voir les collections, voir les thrillers, voir les sujets. Je veux dire, oui, certes, c'est légèrement différent, mais ça reste un thriller ésotérique. Des thrillers ésotériques, il en sort tout le temps. Voilà, mais je pense que là, cette fois-ci, on touchait quelque chose. Peut-être que l'humanité n'est pas encore prête, ou plutôt c'est le milieu de l'édition qui n'est peut-être pas encore prêt à assumer Ou peut-être qu'on ne veut pas qu'elle soit prête aussi. où on ne veut pas. Après, j'ai eu deux propositions de contrat d'édition avec. Non, trois. Trois propositions de contrat d'édition où on a voulu me ranger dans la catégorie science-fiction. Pour moi, c'était hors de question. J'ai même fait lancer un débat sur Instagram. Tout le monde a réagi, tout le monde était d'accord avec moi. J'ai fait 6 ans de recherche, 4 ans et demi d'écriture pas, pas pour dire que j'avais raison ou que j'ai découvert quelque chose et qu'il faut absolument y croire. Non, pour transmettre des connaissances, voilà, faire réagir les gens, leur donner l'envie de repenser leurs croyances, de changer de regard tout simplement et de se dire qu'il y a peut-être autre chose qui existe. Donc pour moi, non, ce n'était absolument pas de la science-fiction et je ne voulais pas me retrouver au rayon science-fiction. Donc du coup, j'ai volontairement renoncé à ces contrats d'édition. Ensuite, j'ai fait la connaissance de la directrice éditoriale d'une maison d'édition suisse, très reconnue, très réputée, qui a une centaine d'années, avec qui j'ai échangé plusieurs fois par email. Et elle n'a pas du tout hésité à me dire, elle m'a dit: Charles, j'ai adoré ton livre, mais je ne peux pas me risquer à le publier. Elle m'a dit: je publie trop peu de livres par année pour prendre le risque de publier un tel livre, on va se faire massacrer par les médias. Elle m'a dit: j'ai déjà vécu une expérience similaire avec un titre, que je vais le mentionner d'ailleurs, c'est La séquence de Stéphane Katsikas, où on parle du même sujet dans le sens où on parle tous les deux de ce petit brin d'ADN qu'on a évoqué tout à l'heure et qui nous différencie des autres espèces. Et lui était biologiste et il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, évidemment. Il a dit qu'aujourd'hui, les grands laboratoires pharmaceutiques maîtrisaient cette séquence et qu'ils étaient capables de la modifier. Et que du coup, les laboratoires pharmaceutiques modifiaient cette séquence pour nous modifier à nous, donc pour nous rendre malades et ensuite créer les médicaments pour nous soigner. Donc tout ça à but, voilà, l'argent quoi. Donc lui s'est fait. Je me suis pas plus attardé là-dessus, mais je pense qu'effectivement, de ce qu'elle m'a dit, ça s'est pas bien passé et elle a pas voulu recommencer ça. Voilà, elle m'a dit peut-être un prochain si j'ai une thématique plus accessible. Papa et maman vont au zoo, ou dans un parc d'attractions avec des dinosaures. Ah ouais, eh bien. Oh là 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 là. Joli. Non, alors du coup, on va parler de tous les. Tous les. Ouais, du coup, on parlera de tous les, ouais, de manière très accessible, donc on verra. Est-ce que tu as pensé en fait d'en faire une adaptation cinématographique de Alias Saddam?
Moi, personnellement, non. Je n'ai pas les moyens de le Mesdames, faire. messieurs les producteurs, si vous voulez un suicide collectif... Non, après, de ce qu'on m'a dit, on m'a dit que c'était un roman qui était extrêmement visuel. C'est-à-dire qu'on arrivait à se projeter, on arrive à vivre les scènes et que c'est écrit un petit peu comme une série télévision, qu'on lit l'aventure, on suit l'aventure comme des épisodes d'une série télévision, ce qui m'a beaucoup réjoui. Ah oui, oui, Ça bien veut sûr. dire que c'est facile à lire et que c'est divertissant. Donc, on m'a dit aussi que ce serait facilement adaptable. C'est-à-dire que si on suit la structure, on pourrait facilement en faire soit une série, soit un film après. Ah oui, non, ça serait génial. Il y a un film qui a failli être produit, je sais qu'il y a un teaser qui est passé à un moment donné, que ça s'appelait Anunnaki, mais ils n'ont jamais, comme par hasard, retrouvé les fonds suffisants pour le produire. Oui, j'avais vu aussi cette bande-annonce qui est assez vieille. Hein. Ouais, ça a une dizaine d'années, bon point. Ouais, hein. ouais, Et ça avait l'air super, je me suis dit, waouh, enfin quelque ouais, chose. enfin, ouais, Tu vois. exact. Ouais. Mais tu vois, je pense qu'il ne faudrait pas tomber dans le cliché du mainstream, Non. etc. Il faudrait vraiment aller au bout du truc. Quoi, Non, tu mais il y vois. en a un qui fait un peu allusion aux Anunnaki, c'est Prometheus. Ouais. Prometheus, Ouais. où on voit ces dieux créateurs de la civilisation sur une planète étrangère, on voit le vaisseau où ils s'aventurent là. Bah, après, évidemment, ça devient de la science-fiction puisqu'on en vient à Alien, tu sais, ces créatures qui sortent du sol. Donc, évidemment, personne n'arrive à vraiment y croire puisqu'après, c'est tourné de manière à ce qu'on se dise que ça n'est pas possible. Pourquoi, selon toi, c'est un sujet qui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur? Le sujet des anciens astronautes. C'est dérangeant parce que ça remettrait en question bon nombre de nos croyances, en fait, c'est ça. S'il s'avère que c'est vrai, ça remettrait tout en question. Tous les fondements de notre société, notre croyance, tout. Il faudrait tout revoir, en fait. Ça voudrait dire que ce qu'on vous a enseigné à l'école n'est pas nécessairement juste et puis qu'on s'est trompé, sur certains points qui sont quand même fondamentaux. Ouais. Aujourd'hui, tu penses que on ne développe pas la curiosité ni l'ouverture d'esprit dans notre manière en fait d'être à la fois éduqué et informé? Est-ce que l'ouverture d'esprit, elle a tendance à être un peu sclérosée? Parce qu'en fait, pour arriver à trouver l'énergie de s'intéresser à des sujets comme cela, qui sont des sujets pour moi fondamentaux, il faut déjà avoir ouvert son esprit. Je pense, oui. Mais moi, je trouve qu'on vit une vie aussi où on est submergé d'informations, de films, beaucoup trop de science-fiction. Il y a trop de science-fiction. On veut nous montrer des choses qui sont complètement farfelues. Et Mais on a coup... l'impression que la réalité est devenue la science-fiction. Ah, c'est ce que tu penses? Ah. Enfin, quand je dis science-fiction, je dirais la réalité est devenue tellement superficielle que tout est possible et qu'en limite, il y a tellement d'informations que plus rien n'a d'importance. Peut-être aussi, oui. Notamment avec les théories du complot, tout ça. On ne sait plus quoi penser. On est dans un flou qui est énorme. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse quand j'essaie de comprendre ces diverses théories, c'est d'aller m'appuyer sur des données qui sont vérifiables, des recherches qui sont avérées. Mais même là, on va encore te chercher des noises à te contredisant. Je prends la théorie de la Lune, en fait, tu sais, de est-ce qu'ils y sont allés ou pas. Donc, tu écoutes American Moon et puis tu passes après sur ceux qui font du déboncage. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger un peu de partout. Ouais. C'est difficile d'arriver à trouver. Je pense qu'en fait, tu dis quelque chose de très juste tout à l'heure. En fait, ce qui compte vraiment, c'est son intuition. L'intuition, exactement. Ouais. Je pense que tout ça, c'est une démarche c'est une quête personnelle en fait. On peut plus se fier à rien puisqu'il y a tout. On a tout est écrit, tout est là, tout est controversé, tout est critiqué, tout est remis en question. Donc c'est difficile. Je pense que comme on a dit avant, c'est vraiment au niveau de l'intuition que ça se passe. C'est ça. Même si on a tort sur certains points, je pense que c'est quand même essentiel de s'écouter soi et de trouver la paix à l'intérieur de soi par rapport à ses propres croyances et puis de se faire ses idées. Voilà, c'est... Après, qui je suis, moi, pour dire... c'est plutôt ça qu'autre chose, j'en sais rien. Je n'étais pas là, je sais pas. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, la forme domine le fond? Complètement, ouais. Complètement. On en revient à parler de ce troisième œil là.
Aujourd'hui, les gens, on regarde que avec nos yeux, on oublie de regarder avec l'intuition dont on parlait. On se fie qu'à ce qu'on voit, en fait. On est tellement ancré dans la matière, dans le matériel, que on s'est coupé. On s'est complètement coupé de nos connexions avec le divin. Pour moi, c'est catastrophique. On vit une période de misère spirituelle qui est énorme. Qui est énorme. On s'en rend même pas compte. On croit qu'on sait des choses et puis en fait... non, on se méprend complètement. C'est triste hein, en quelque sorte. C'est d'autant plus triste quand on fait un travail de recherche comme ça et puis que derrière on nous casse du sucre. Et puis qu'on nous dit que c'est de la science-fiction. Je dis non, moi j'ai rien inventé. Hein. J'ai absolument rien inventé. À part l'intrigue du livre et les personnages, j'ai rien inventé. Vous pouvez tout vérifier, toutes les sources sont à la fin, les mythes sont évoqués au début et voilà. Maintenant vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et je dis pas que c'est vrai. D'ailleurs, je termine pas le livre en voulant absolument imprégner ça dans l'esprit de chacun. Non, pas du tout. On termine le livre presque sur une interrogation. Est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà, on laisse le doute, on laisse planer le doute. C'est le meilleur moyen d'avoir un avis. Voilà. Le but, c'est de donner l'envie aux gens de poursuivre leur recherche par eux-mêmes. Voilà. Susciter la curiosité et donner l'envie. Voilà. Allez faire vos propres recherches. Allez vous instruire. Allez, lisez toujours. Voilà. Très bien. Allez, on va faire un bond en avant, on va passer sur un sujet qui n'a rien à voir. Alors peut-être que tu n'es pas au courant de la suite. Non. Toujours un peu des on surprises. va parler de dinosaures ou pas? Un peu comme l'extinction des dinosaures. Était-il vraiment présent ou pas? Quoi qu'il en soit, que pour faire de la politique, il faut être un dinosaure. Donc on va parler un peu de politique. On imagine... Vas-y. par un hasard heureux ou des circonstances malheureuses, on ne sait pas ce que ça va donner, tu sois président de la République. Toi, bam, comme ça, il se passe un J'ai concours. aucune envie. Jamais de la vie, non. Oh là 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 là. Moi, et alors, qu'est-ce que tu... C'est quoi donne-moi quelques propositions que tu... Mais alors, ça peut être tout ce que tu veux, on s'en fout. Hein. Des trucs les plus dérisoires, comme, je sais pas, l'interdiction du cutter dans les maternelles, ou enfin, je sais pas, ce que tu veux. Mais 10 propositions qui te feraient délirer ou qui... Il en faut 10 ? Non, pas 10, mais 2-3, on va dire. La première, ce serait de bannir le porno. Bannir le porno. Interdit, plus, fini. C'est destructeur. C'est le truc, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. C'est de l'autodestruction. C'est un suicide lent de mater ça et de faire ce qui est... Voilà. De s'autosatisfaire comme ça, c'est une catastrophe. C'est horrible. Ouais. Il y aurait ça. Et puis ensuite... je suis fumeur, donc c'est difficile, mais c'est pareil avec le tabac, quoi. J'en suis victime. Mais ouais, si je pouvais, et même je le ferais même pour moi, hein, déjà, et ça c'est fini, hop, on balaye. Bah oui, tout ça. Revenir à des fondamentaux, quoi. Déjà, même au niveau pharmaceutique, réemployer des produits naturels, tout est là, tout est dans la nature. Et puis aussi changer peut-être les manuels scolaires, quoi. Retravailler un peu l'histoire, quitte à ce que ce soit des connaissances un peu plus ésotériques, occultes, mais encore une fois, qu'on reste... qu'on donne l'envie, qu'on transmette la passion et qu'on... Voilà, que... Je saurais pas te dire. Mais en tout cas, je changerais certaines choses au niveau des manuels scolaires. D'autres ? Hein ? D'autres ? La démocratie participative, bon, tu vis en Suisse et tout, ça serait bien aussi peut-être, non ? Qu'il y ait plus de référendums d'initiative populaire, des trucs comme ça, non ? Toi qui le vis en Suisse, est-ce que tu penses que c'est mieux, par exemple, de donner plus souvent la parole au peuple ? Je suis très peu impliqué dans la politique. Tu es peu impliqué dans la très politique. peu, ouais. En fait, moi, je fuis un peu ça parce que comme j'ai pas le contrôle, tout ce que je contrôle pas, j'ai tendance à le rejeter. Parce que je trouve que c'est des terrains minés, on sait pas où on met les pieds. Et non, c'est pour ça que je te dis, président, jamais. Jamais. Bah tiens, justement, on va parler d'écologie. Alors, tu sais que quand on parle d'écologie, on pense à développement durable, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Le vrai sens du terme de l'écologie, c'est l'étude des interactions des êtres vivants avec leur environnement. C'est ça l'écologie. Et donc ça voudrait dire est-ce que selon toi l'écologie, c'est avant tout le vivre ensemble ? Bien sûr. Puis c'est renouer avec la nature aussi. On s'est complètement séparés, on a oublié en fait. On a oublié l'harmonie du vivant, on a oublié que tout est là et qu'on en fait même partie d'ailleurs. On a complètement oublié ça. On s'est coupé.
On mange, on sait même plus, on mange, on sait même plus pourquoi on mange, on sait même plus ce qu'on mange. C'est comme des fois, il y a des gens, tu leur montres un porc suspendu, décharné, qui saigne et tout, et ils trouvent ça dégoûtant. Je dis, mais oui, mais c'est ce que pourtant t'en manges. Alors pourquoi n'en mange pas à ce moment-là? Si tu peux pas regarder l'image, si l'image te dégoûte, pourquoi tu trouves ça meilleur dans ton assiette? Ok, c'est assaisonné, il y a une bonne sauce, il y a des petits légumes, ok, mais je trouve que ouais, on s'est complètement perdu. Aujourd'hui, on considère tout comme étant un produit, comme si ça tombait du ciel, que c'était normal. Et je trouve ça complètement injuste en fait. Il faudrait oui, renouer avec la nature. Et nous renouer avec notre relation avec le temps. Je prends l'exemple. Alors là, ça fait pas partie du jeu. La tomate, hein, on oublie celui-là. Vous l'avez compris, c'était que des animaux, donc c'est pas des fruits ni des légumes. Je prends l'exemple de la tomate. Quand tu veux faire pousser ta tomate, oui. il te faut 3 mois. Mhm. Et il faut savoir comment on fait. Il faut savoir quand l'arroser, il faut savoir comment la tailler, il faut savoir l'exposition au soleil, quand il faut la planter, tu vois. Et faire attention aux maladies qui peuvent se greffer dessus, quel plant choisir. Enfin, c'est toute une culture pour manger. Allez, sur un plant, tu vas avoir une dizaine de tomates. Ouais. Et ça, il te faut 3 mois. Aujourd'hui, si tu veux une tomate plus ou moins bonne, hein, d'ailleurs, et d'ailleurs, elles sont de moins en moins bonnes, que tu vas l'acheter dans un supermarché. Alors, c'est vrai qu'il y a il y a des magasins qui vendent de bonnes tomates, hein, qui ne sont pas forcément bio d'ailleurs, hein, tu vois, c'est encore toute une histoire. Mais cette tomate-là, il te faut 3 mois en fait pour la faire pousser chez toi. Aujourd'hui, on n'a plus le temps, et même je dirais ce qui est encore plus triste, c'est l'envie de faire pousser cette tomate-là. On a envie d'appuyer, et c'est valable pour tous les biens de consommation, on a envie d'appuyer sur un bouton et que ça arrive directement avec un Uber chez soi, sans savoir faire la différence en définitive entre une tomate, une carotte et une asperge en gros, quoi. C'est ça peut-être qu'il faudrait que l'humanité retrouve, c'est avoir une belle relation avec le temps. Et le respect aussi. Le respect du produit, le respect de la nature, le respect de ce qu'on mange. Et puis prendre le temps de comprendre ce qu'on mange aussi. Tu sais, parce que tout ça, c'est du vivant. Hein. Les légumes, les fruits, tout ça, c'est vivant. Tout ça, ça a des vertus bénéfiques pour le corps. Et aujourd'hui, on mange sans penser. On mange parce qu'on pense qu'il faut remplir l'estomac. On mange juste pour ça, à vrai dire. Bien sûr qu'on profite d'une certaine façon. Mais je trouve qu'on a complètement perdu le respect en fait de la nourriture et de ce que la vie elle nous offre, et qu'on se rend plus compte en fait de la beauté de tout ça. Que c'est presque magique au final. C'est presque magique, ouais. Mais on se pose plus la question, on s'interroge plus, c'est normal. Ça tombe dans l'assiette et on mange, puis c'est tout. Puis on satisfait les chakras inférieurs, comme on dit. Voilà. Très bien. On sent là, durant cette interview, en fait, que l'amour est une valeur très importante pour toi. Évidemment, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut être courageux pour aimer? Je pense, oui. Ah oui, les relations sont devenues tellement superficielles et tellement l'intérêt est partout en fait aujourd'hui. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme très très jeune et on est toujours ensemble. Et c'est ça qui est magnifique en fait, parce que je me dis aujourd'hui, retrouver quelqu'un, forcément ce quelqu'un il sera intéressé par ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as à proposer? Combien tu as d'argent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu es prêt à me sortir? Est-ce que tu es prêt à ceci, à cela? Je dis pas que c'est tout le monde, j'en fais pas une généralité, mais je suppose, parce que j'ai des exemples autour de moi quotidiennement et je vois comment ça se passe pour eux. Et moi je me dis, mais quelle chance moi j'ai, parce que moi j'ai vécu ce premier amour pur, tu sais, insouciant, où il n'y avait justement pas d'intérêt, puisque quand j'ai commencé, moi j'avais rien. Je sortais du studio de mon père, comme je t'ai dit, j'avais pas de thunes. Et je suis tombé sur Elvira qui croyait en moi et qui me faisait confiance. Et cette relation, elle est toujours la même aujourd'hui. D'ailleurs, avec Lias Adam, elle a toujours été derrière moi pour m'encourager. Même si des fois, ça a causé quelques petites engueulades, c'est normal. Mais c'est bon signe. C'est quand on se parle plus que ça commence à être dangereux. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Tant qu'on communique, c'est bon. Être libre aujourd'hui, tu penses que c'est facile ou difficile? Libre, c'est un état d'esprit pour moi. Je pense qu'on peut être libre dans sa tête, même si on est rempli d'obligations. Je pense qu'on peut être libre dans sa manière de penser, ouais, dans sa manière d'interagir avec les autres. Si ça, ils nous l'enlèveront jamais. Enfin, je pense pas, j'espère pas. Mais
Ouais. Bon, moi, je suis travailleur indépendant, donc j'ai quand même une sensation de liberté assez particulière. Donc, c'est moi qui fais mon propre planning. Je peux partir comme on est là ensemble, tu vois, aujourd'hui, hop, sur un coup de tête, tout ça, c'est une forme de liberté. Mais bon, personne n'est véritablement libre, hein, mais Est-ce que ça n'a pas tendance, même en étant travailleur indépendant, puisque nous sommes tous les deux, ça n'a pas tendance à se réduire petit à petit? Est-ce que ce que l'on appelle les opérateurs de modalité, c'est-à-dire il faut, je dois, sont pas de plus en plus présents? si, si. Si, c'est ça qui me fait un peu peur d'ailleurs. Ça me fait un peu peur et puis ça me. Ouais, des fois c'est gênant même. C'est gênant. La C'est gênant. compta, par exemple. Là, La comptabilité. oui, alors bon, ça c'est ma fiduciaire qui s'en occupe, mais. T'as de la chance. Oui, oui, heureusement, oui. Ah oui, t'as vraiment de la chance. Oui. Ouais. Ce monde aujourd'hui, tu le trouves comment depuis ton enfance? Tellement changé. En fait, je sais pas si ça a tellement changé. Tu sais, quand je sors de chez moi, j'essaie de voir les choses comme il y a 30 ans en arrière. Parce qu'on on nous baratine tellement avec tellement d'informations, tellement de choses. Et on a l'impression que le monde, il a changé. Et des fois, je te jure, je suis dans la rue, je prends le temps, je m'assieds sur un banc et je fais pause, 10 minutes. Et je regarde autour de moi et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui a changé? C'est juste notre manière de penser qui a changé. Bon, après, il y a certaines règles, évidemment. Il y a les moyens de paiement, le contrôle, la sécurité, la surveillance. Oui, mais moi, je suis toujours le même. Je suis toujours assis, je suis assis sur le banc, et puis le banc est toujours le même depuis 30 ans. Je veux dire, tu sais, la vie, en fait, je pense que c'est surtout dans la tête que ça se passe aussi, beaucoup. Hmm. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on nous appuie sur la tête, on nous écrase. Et, et c'est le ressenti qu'on a. On a l'impression d'être, voilà, de plus avoir de liberté, on se plaint, on geint, on n'est jamais content, on court toujours après sa vie. Et tout ça, c'est une question d'organisation, en fait. Change ta manière de fonctionner, et puis c'est tout, et tu verras les choses autrement. Il faut changer de polarité, comme on dit, tu vois. Il faut inverser le process. Hmm. Est-ce que par rapport à ce surflux d'informations qui a vraiment augmenté depuis les années 70, je sais qu'il y a des études qui étaient sorties dans les années 70-80 où chaque individu recevait plusieurs millions d'informations audiovisuelles par jour, et je te parle des années 70. Alors l'information audiovisuelle, ça va du panneau publicitaire au bruit de la voiture qui passe, c'est audio et visuel, hein, voilà, qu'on voit consciemment ou inconsciemment. Mhm. On en recevait pratiquement, je crois, 1 million par jour. Imagine aujourd'hui ce que ça doit être. Mhm. Est-ce que par rapport à ce surflux d'informations, on doit être à des dizaines de millions, peut-être voire des milliards d'informations audiovisuelles par jour, est-ce que cela en fait n'entraîne pas la confusion dans nos esprits et que en définitive notre manière de communiquer et d'échanger avec les autres se retrouve à la fois distordue, à la fois remplie d'omissions et omission, distorsion et généralisation aussi, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus vraiment à communiquer avec un langage précis. Mhm. Moi, je pense que ça, c'est une faute, c'est individuel. C'est le choix qu'on fait, en fait. Personne t'a obligé à regarder TikTok 3 heures par jour, ou, tu vois, ou à scroller sans penser et nourrir ton esprit avec des images rapides que tu auras oubliées dans les 15 minutes qui suivent. Ça, c'est la responsabilité de chacun. Moi, tu vois, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Une fois que j'ai fini mon travail, je pose mon téléphone. C'est fini. T'es pas tenté de regarder combien il y en a eu tel jour? T'arrives à faire la part des choses? Si, mais je suis pas pressé plus que ça. Quand j'ai des obligations par rapport aux marques avec lesquelles je collabore, évidemment, je fais ce qu'il faut. Mais je vais pas commencer à scroller pour regarder qui a fait ça et qui est mieux bâti, qui a plus de muscles que moi, ou lui il mange ci, lui il mange ça. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, je pense si on se sent bien dans son corps, si on est bien avec soi-même, on n'a plus besoin de tout ça en fait. Ça sert à rien. C'est inutile. Si tu vas pour aller te renseigner parce que tu as un but, tu vois. Donc il faut avoir une certaine structure. Ça. Je pense, oui, bien sûr, il faut une discipline. Dans la vie, il faut mais une tu discipline. seras d'accord avec moi qu'elle n'est pas donnée à tout le monde non plus. Non, mais c'est l'effort, c'est chacun qui doit faire l'effort. Voilà. Est-ce qu'on nivelle pas un peu justement vers le bas, justement pour faire en sorte que les gens n'aient pas assez de recul pour savoir faire la part des choses? Je sais pas si c'est voulu, mais c'est en tout cas ce qui est en C'est train pas de si se passer. voulu. Ouais. Ça se passe en tous les cas. C'est ce qui se produit. Oui, alors. c'est la question se pose. Est-ce Ouais. que c'est pas une course effrénée vers un truc qu'on contrôle pas, mais on y va quand même sans savoir pourquoi? Mhm. Ou si derrière il y a un truc Un grand bien précis, dessin. un grand dessin. Ouais.
Ouais, c'est une question que je me pose. Moi, je suis partagé. Oui, Je- moi aussi, je suis partagé. Hmm. Après, si on voit le mal, Moi, j'ai évidemment, pas. on Ouais, peut, on peut, on peut ouais. imaginer Moi, que j'ai tout l'impression que ça. c'est pas hyper contrôlé, que c'est le grand n'importe quoi, en fait. Parce que c'est tellement n'importe quoi. Oui, mais bon, nous, tu sais, au final, nous, on est là que 100 ans. Hein, tu sais. On n'est rien du tout. Hein, ça a le temps les choses, elles ont le temps de tellement changer. En tout cas, la période actuelle, oui, elle est assez bordélique, ça, c'est vrai. Tiens, l'humour. Oui, L'humour. oui, C'est du, très sé- important, l'humour. c'est du sérieux. Bah, il faut, ouais. Surtout quand on parle de dinosaures. Je sais plus si on est à 3. On va se passer le 25. Et finalement, le jeu est annulé. Parce que on vous avez dit 3 menés à 8. Donc voilà, vous avez tous gagné 8 livres. Oh merde. Disqualifié. Est-ce que c'est important aujourd'hui de dire ce que l'on fait, de faire ce que l'on dit? Moi, j'ai remarqué un petit peu que dans cette distorsion de communication, on était tellement en fait ballotté de gauche à droite qu'on savait plus, tu vois, ce qu'on avait dit, ce qu'on avait fait, qu'on oubliait, qu'il y avait trop de trucs, ça crée trop de confusion. C'est important. Et moi, je le vois dans la relation qu'on a eue, en fait, très rapidement, en fait, tu vois. C'est quelque chose que j'apprécie chez les autres et j'essaie d'être relativement exigeant vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que l'engagement, c'est vachement important et qu'aujourd'hui, t'envoies le message et des fois, tu l'as jamais plus, quoi. En retour, c'est fini, c'est perdu dans la pampa, comme si tu dérangeais les gens, alors qu'en définitive, tu leur tends la main. Mhm. Ouais. Bon, moi j'ai la foi. Si quelque chose ne se fait pas, je pars du principe que c'est pour mon bien. C'est le genre de signe dont on a parlé que j'interprète de cette façon-là, tu vois. Je me dis que quand les étoiles sont alignées, tout se passe bien et c'est que je suis ma guidance, comme on dit. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Quand il y a quelque chose qui bloque, je le perçois comme un obstacle et peut-être il ne faut pas que je m'aventure au-delà. Parce que des fois, il y a des portes qu'il faut. Voilà, si elles sont fermées, ça sert à rien de les forcer. Ou si on les force, le problème, c'est qu'on va créer, on va trouver un autre problème derrière. Et puis à force, on va peu à peu s'immiscer dans quelque chose qui va devenir en fait assez nocif pour nous sans qu'on s'en rende compte. Et donc moi, je suis assez comme ça. Je suis assez à l'écoute de ce qui se passe. Et j'ai toujours procédé comme ça dans ma vie, en fait, depuis que je suis mon plus jeune âge. Je fonctionne assez comme ça. C'est le côté, en fait, instinctif. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est tellement contrôlé que les gens, on a de la peine à réfléchir par nous-mêmes et à prendre des décisions par nous-mêmes. Mais bon, moi, je pense que dans la vie, ce qu'il faut, c'est être honnête, déjà. Voilà. Et comme pour revenir à ce que tu disais avant, oui, il faut dire les choses. Voilà, on dit les choses. Si ça passe pas, c'est que ça doit pas passer. Donc change, va voir ailleurs. C'est que t'es pas à ta place. C'est tout. 3 formes d'intelligence. Il y en avait 2 jusqu'à présent, maintenant il y en a une troisième qui pointe son nez. Donc on a l'intelligence collective. Enfin, je dirais il y en a 4, tiens, j'en rajoute une, mais il y en avait 3 de présentes. L'intelligence collective, qui est une belle intelligence, et voilà, partage des savoirs en commun, mise en action en fait des besoins, nécessités, tout ce qu'on voudra. L'intelligence émotionnelle, qui est magnifique aussi. L'intelligence rationnelle et plus matérielle. Et puis vient de poindre son nez depuis quelques années, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses en fait de ces 4 formes d'intelligence-là, et notamment la dernière? La dernière, je la trouve incroyable. Ça te plaît? Ah, ça me fascine. Ça me fascine. Je sais pas si c'est bien pour Ah l'humanité, oui, voilà. mais je trouve ça fascinant. Je trouve qu'on a réussi à mettre au point un truc pareil. C'est Est-ce qu'elle n'existe incroyable. pas depuis bien plus longtemps que ça en Si, édition? bah en fait, l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui fonctionne de manière pas autonome, mais tout ce qui. Qui nous Oui, fait gagner du temps. voilà, c'est tout ce qui vient nous aider, simplifier nos tâches. L'intelligence artificielle elle a toujours été là. Ce qui chamboule tout, là, c'est ChatGPT. C'est ça, mais c'est un outil qui est c'est Alors extraordinaire. tu vois, Moi, je trouve ça extraordinaire. GPT, je lui aurais posé la question, je lui aurais demandé, donne-moi en fait une manière originale de offrir gratuitement un livre aux auditeurs de YouTube pour l'interview de Charles Legrand. C'est lui qui a recommandé. Je sais pas s'il m'aurait dit ça, tu vois. Ah, Est-ce qu'il a cette faculté de ChatGPT, il n'est pas absurde en fait. Et pour moi, l'absurdité, c'est une grande forme d'intelligence. bah, en fait, il se nourrit de tout ce qu'on lui donne. Hein. Ouais. Mais si un jour il est absurde, ça va être dangereux peut-être. Ouais, bon, après, je sais pas exactement comment ça Il fonctionne. faudrait d'abord lui poser la question, est-ce que tu es capable de m'écrire un one-man show à la fois absurde et un peu provocateur? Est-ce qu'il serait capable? Non, je crois pas. Si tu le pousses à être créatif, Non, moi, je me suis amusé à essayer. Hmm. Parce que j'étais quand même intrigué quand c'est arrivé ce chat GPT, ça a suscité ma curiosité et du coup j'ai fait un test et je lui ai dit, j'ai situé le contexte historique, je donnais la date, j'ai donné le nom des personnages, j'ai donné l'intrigue et tout ça et je lui ai dit bah écris-moi
écris-moi un chapitre là-dessus. Malheureusement, ça marche pas. Il est bloqué. C'est que l'aspect créatif n'est pas encore au point, quoi. Oui. Voilà, les données, elles sont là. Il sait, voilà, tout ce que l'humanité connaît, c'est très bien référencé. Mais après, le côté créativité, il laisse encore un peu à désirer. Mais dans tous les cas, c'est assez flippant de voir de quoi il est capable. Donc déjà, c'est un outil. Il faut voir ça comme un outil, un gain de temps. C'est vrai. Mais après, pour l'instant, il ne nous remplace pas en termes de créativité. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui obéit très bien et qui fait les choses plutôt bien. Ouais. Mais moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça génial. C'est incroyable. On va parler, parce qu'on est un peu dans l'actu du transhumanisme, puisque c'est un peu lié aussi avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses en fait du transhumanisme? Parce que là, on rejoint un peu le sujet. Ouais. Bah, il y a des pour et des contre. Moi, je sais pas. Je me dis que si l'humanité elle tend vers ce but, c'est qu'on doit y passer. Hein. C'est peut-être une étape qu'on doit franchir. Je ne sais pas. Même si ça va nous coûter cher à certains niveaux. Mais à mon avis, si c'est le chemin qu'on est en train de prendre, c'est qu'il y a une raison à ça. Après, moi, je suis contre, évidemment. Je suis complètement contre. Mais d'un autre côté, ça aura des effets bénéfiques pour certains. Par exemple, les handicapés, des choses comme ça, des gens qui ont des déficiences. D'ailleurs, l'IA pour les handicapés, c'est Voilà, une très bonne chose. De toute façon, il y a du pour et du contre partout. Tout dépend de la manière dont on perçoit les choses. Tu vois, t'as des Tant gens... que c'est pas fait dans l'excès. Oui. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Exactement. Mais je pense aussi que c'est très subjectif. C'est la manière dont on le perçoit. Tu vois, t'as énormément de gens parce que c'est nouveau et parce que ça change leur vie et que c'est différent de la norme. Ils voient tout de suite le mal. Il y a énormément de gens qui sont comme ça. Ils réagissent tout de suite sur la défensive. Ils ont peur. C'est quoi? Ça me fait peur, ça m'effraie. Non. Change de vision. Vois-le d'une autre manière. C'est un outil, il est là pour nous aider, nous simplifier la vie. Il a beaucoup de choses, d'ailleurs beaucoup de choses à nous apprendre, puisque aujourd'hui, si tu veux une information, il te la donne en l'espace de quelques secondes. Donc, non, je pense qu'il y a du bien. Tout dépend comment on se positionne. C'est notre manière de regarder qui fait que c'est bien ou pas bien. Allez, une petite question provocatrice. Si tu étais une femme, quel genre de femme serais-tu? Faut demander à ma femme. Si j'étais une femme taureau, quelle femme je serais? Oh là là, peut-être trop gentil. Ah ouais? Influençable, trop gentil. C'est ce que je suis en tant que homme. C'est ça l'opposé, hein? Ouais. Tu serais une femme scorpion. Parce que je sais que j'ai énormément de chance d'avoir ma femme parce que du coup elle est là pour contrebalancer un petit peu mes défauts. Ouais. Je sais que sans elle, j'aurais tendance à être très influençable. Peut-être trop gentil, trop accessible, trop... On pourrait être comme quand j'étais petit, tu sais, on a trop profité de moi en fait, de ma gentillesse. Ouais. Et j'en ai souffert parce que je l'ai ressenti en fait. Et les gens de ma famille ne savaient pas s'arrêter. Ils n'arrivaient pas à comprendre qu'ils étaient dans l'abus, dans l'excès. Tu vois? Et moi, par gentillesse, je continuais de donner. Oui. J'étais trop gentil. J'étais toujours là, toujours quand il fallait. Mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça me revenait pas forcément en retour. Donc, ouais, si j'étais une femme, je pense que je serais peut-être vulnérable. Ouais. Probablement. Probablement. Tiens, on l'a évoqué un tout petit peu dans le premier épisode, mais est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir une expérience, je dirais, d'ordre paranormal ou un phénomène que tu as pu vivre qui t'était complètement subjugué, que tu ne peux pas... J'en ai 3. 3, allez, vas-y. 3. La visite de ma grand-mère décédée. C'était une nuit à Genève, dans l'ancien appartement qu'on occupait. Ma grand-mère était décédée depuis 3 jours, je crois. Et je me réveille la nuit pour aller aux toilettes aux alentours des 3h du matin. Et j'avais laissé la porte ouverte. Et j'ai senti une présence dans l'appartement. Une présence, mais extrêmement puissante. Et je savais que c'était elle. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, parce qu'avec mes yeux, je voyais rien. Il n'y avait rien à voir. Mais je savais qu'elle était là. Je savais exactement où elle était à ce moment-là. Elle était dans le salon, à côté de la table, entre la table et le canapé. Et du coup, moi, je fais ce que j'avais à faire aux toilettes. Je fais pipi et tout.
Et je sens que cette énergie se rapproche. Donc elle passe le corridor et elle s'avance jusqu'à moi, jusqu'à s'arrêter devant moi. Et bah tu sais quoi Thierry? J'ai jamais eu aussi peur et aussi mal de toute ma vie. J'ai été pris d'une frayeur énorme. J'ai eu mal dans tous mes membres, tout mon corps, alors qu'on m'avait pas tapé, on m'avait pas touché, rien du tout. Quel genre de C'était douleur juste un comme une ressenti. crampe Non, parce qu'en fait, je peux même pas te la décrire puisque ça ne m'atteignait pas physiquement. C'est une douleur peut-être émotionnelle, une douleur, mais que j'ai ressentie à travers tout mon corps. comme Tout une mon grande corps. montée d'adrénaline ou un truc comme ça, non? Ouais, et j'ai eu extrêmement peur. J'ai eu extrêmement peur et je savais qu'elle était juste devant moi. Tu la voyais pas, tu la Non, je sentais. la vois pas, mais je savais qu'elle avait traversé le couloir, je savais que c'était arrêté devant moi, Hmm. je savais qu'elle était là. Et je m'en suis voulu, tu sais pourquoi? Je m'en suis énormément voulu parce que j'ai eu tellement peur que je suis retourné dans mon lit, je me suis caché sous ma couette. Tu as eu peur. Je me suis caché sous ma couette. C'est ridicule. C'est Mais ridicule. si Ma t'as grand-mère venait me rendre visite. si t'as senti quelque chose de négatif aussi, tu vois. Oui, et bah figure-toi que je m'en suis tellement voulu que j'ai eu recours à une médium. Hmm. Et cette femme m'a fait à nouveau rentrer en communication avec ma grand-mère. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Bah, oui, le deuxième, oui. Oui, mais Ouais, en fait, quatre je ou crois qu'il y en a cinq. un peu plus, mais m'a fait à nouveau rentrer en contact avec ma grand-mère. Et elle m'a dit, voilà, maintenant vous pouvez lui parler. Et on en a évoqué un tout à l'heure, et là il s'est passé quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire que j'ai essayé de lui parler, et mes lèvres se sont mis à trembler, ma mâchoire s'est crispée, et je me suis mis à baver, et j'arrivais plus à articuler des mots. Et elle m'a dit, oui, vous êtes en communication avec elle. Dites-lui ce que vous avez à dire. Et je me suis excusé. Je lui ai dit, je lui ai dit, j'aurais jamais dû retourner dans mon lit. Je suis désolé. Ah putain. Ah, tu vas me dire. Tu vas me dire que ma mâchoire se met à crisper comme avec ma médium. Mais c'était pour une autre raison. C'est parce qu'elle m'avait dit de répéter une phrase et j'étais incapable de le faire. Bref. Et du coup, je me suis excusé. Et la médium m'a dit, bah écoutez, moi, est-ce que votre grand-mère demande si elle est autorisée à revenir vous rendre visite ou si elle doit vous laisser tranquille? Et j'ai dit, je préfère pas, je préfère qu'elle me laisse tranquille. Je m'en suis à nouveau voulu. Parce que c'est pas ce qu'on fait à sa grand-mère. Tu sais, si tu veux me rendre visite, bah tu me rends visite. Mais après quoi, elle m'a dit, cette médium m'a expliqué, elle m'a dit, oui, mais vous avez pris la bonne décision. Parce qu'en réalité, quand vous avez ressenti cette douleur, quand elle était là, sa présence était là, elle est venue déverser en fait. Vous êtes la personne qu'elle a choisie pour venir se libérer d'un mal qu'elle avait et pour pouvoir se permettre à son âme de monter dans les niveaux supérieurs. Elle t'a défini ce que c'était ce mal? C'était quelque chose qu'elle avait fait dans sa vie matérielle, quelque chose de pas bien, ou tu sais pas? Ma grand-mère, elle est partie dans des circonstances. Elle a toujours souffert en fait énormément. Souffert physiquement, moralement. mentalement. C'était une très très gentille personne. Taureau aussi d'ailleurs. Assez têtue comme moi. et elle est partie dans la douleur en fait. Et elle m'expliquait, cette médium, elle m'a dit oui, elle est venue. Bah, en fait, c'est vous qu'elle a choisi parce que j'avais un lien très très fort avec elle. Tu sais, c'est elle qui m'amenait le mercredi au Louvre. Là. Et, euh, et du coup, il paraît que j'ai fait une bonne action là-dedans. Parce que c'est moi qui ai accepté. Quelque part, elle est venue chercher ton énergie de vie à toi pour s'élever. Bah, il paraîtrait que mon corps, mon esprit, mon corps astral aurait accepté de remplir cette mission et qu'elle serait venue et que j'aurais, moi, accepté de recevoir cette douleur pour l'aider à monter au ciel. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. C'est très beau. Et après, je m'en C'est suis à co- nouveau c'est voulu comment et j'ai discuté avec le la prénom de ta grand-mère? Simone. Simone. Mm. Simone, si tu nous écoutes, on t'embrasse bien fort. Ouais, ça va clignoter là. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Et après, elle a ajouté aussi, elle a dit vous avez pris une bonne décision parce que en lui disant que vous ne voulez plus la voir, vous la laissez partir comme il faut. C'est bien. Parce que tu as des âmes, elles peuvent rester bloquées, tu sais, Mhm. dans des niveaux, elles peuvent rester. Comme on dit toujours, il y a une âme qui hante la maison. Mhm. C'est une âme qui n'est jamais parvenue vraiment à À monter s'élever, dans ouais. les niveaux supérieurs. Mhm. Voilà. Donc en choisissant en prenant cette décision-là, en fait, je l'ai laissé partir.
Number 2. Une autre incroyable, c'est que ça fait 15 ans que j'ai des douleurs dans le dos phénoménales. J'en souffre énormément. Comme ça, elles sont apparues du jour au lendemain ou c'était Il y a une progressif? quinzaine d'années. Du jour au lendemain? Presque, ouais. Presque. On a essayé de comprendre En 15 s'il jours, y a eu un choc émotionnel. c'est arrivé. Euh, J'ai fait beaucoup de sports agressifs. Tu sais, tu me parlais de skate, de roller. Oui, J'ai voilà. fait énormément. Tassement de vertèbres. Ouais, tout j'ai ça. fait beaucoup de bêtises. Je descendais les marches d'escalier en roller en arrière, à fond la caisse. Donc, je me suis vraiment détruit. Wakeboard, surf, tout ça, je me suis vraiment détruit. Et je pense que j'en ai payé. J'ai payé la note quand j'ai commencé à avoir une vingtaine d'années. Ouais, j'ai payé cher ça. Et je te jure, des fois, je faisais des crises. Tu sais, tu tétanises et tu fais une inflammation à tel point que je restais par terre pendant 24 heures. Je pouvais pas me lever, je pouvais pas bouger. On pouvait même pas me traiter parce qu'on pouvait pas me toucher pour pas que ça empire. Même pas un endroit où... Ah non, l'endroit où tu avais Non, mal. non, les physiothérapeutes, les urgentistes et tout refusaient de me traiter parce que la contracture était tellement forte que moi la seule solution que j'avais c'était de rester par terre. IRM, radio, j'imagine. J'ai fait, rien à Rien signaler. du tout. Rien. J'ai fait des massages, j'ai eu recours au physio, chiropracteur, guérisseur. Aiguille. Alors tu sais ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement mal et j'en suis venu, je me suis dit, j'ai qu'une envie en fait, c'est de sortir de moi quoi. Non, je te jure, j'avais qu'une envie, c'était de sortir de moi. Et j'ai été dans une librairie à Genève, j'ai acheté le guide de la sortie astrale. Comment sortir de son corps. J'ai lu le bouquin et j'ai fait la méthode. Je l'ai appliqué. Donc tous les soirs pendant 3 semaines, j'ai répété ce qu'il fallait répéter. J'ai toute la journée se focaliser sur le fait de sortir, de demander à son âme, de ta. Au bout de 3 semaines, ça marchait pas. Ça marchait pas. J'ai dit bon c'est pas pour moi quoi. Je dois être trop ancré dans la matière. J'arrive pas à me détacher, j'arrive pas à me libérer. J'ai peut-être trop d'obligations, trop de choses dans ma vie. C'est pas pour moi, tu vois. Et je me dis je vais essayer une dernière fois. Je me dis allez, je me donne une dernière chance. Cette fois, j'en ai marre. Donc je fais le truc, toilette, 3 heures du matin, je vais aux toilettes, je me remets dans mon lit. Et là, j'essaie d'atteindre ce stade, tu sais, entre le sommeil et l'éveil. C'est le genre de moment où on fait des rêves conscients, tu sais, où tu contrôles un peu les rêves que tu fais et tout. Et c'est pile à ce moment-là, en fait, où l'âme peut se détacher du corps. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais allongé dans mon lit et je suis sorti. Qu'as-tu vu de beau? Moi, j'ai vu moi allongé dans mon lit, j'ai vu Elvira à côté, j'ai vu la chambre, j'ai vu tout ça. Et ce qui était absolument incroyable, c'est que c'était toujours moi, mais au-dessus de moi. T'as pas flippé? Si. Et j'ai réintégré mon corps quelques secondes après. Vite fait. Ouais. Ça m'est arrivé aussi, moi, je sentais que je partais. Alors, Ouais. bizarre, hein, sans aucune méthode. Ok. Je me suis chié dessus, j'ai dit, oulala, vite, je suis rentré, j'y en bouge plus, je me suis endormi. Ah, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus... Ah, mais ça me va plus, moi. Comment? Moi, je suis taureau un peu aussi, tu vois, donc Ouais. non, c'est un pied sur terre, ça ira bien. Là. Ouais. C'est assez compliqué comme ça, déjà, quand tu les as sur terre, que dès que ça décolle un peu... Ouais. Alors, number 3. Alors, attends, on a dit... 1, 2... La grand-mère, la médium, la sortie de corps. Ah, oui. Et puis un jour, je suis venu enregistrer Être humain, et ce jour-là, il y a un mec qui m'a parlé de dinosaures, j'ai rien compris. Non, c'est une histoire... c'est une histoire avec une ex-copine. À nouveau, par rapport à ce mal de dos, j'avais eu recours à cette médium qui m'a dit que mon ex-copine, elle a vu tout de suite qui c'était, quand c'était, quoi, comment. Et elle m'a dit, elle est partie avec votre énergie sexuelle. Je suis mince alors. Elle dit oui, ça se passe au niveau du chakra sexuel, elle est partie avec votre énergie, donc on va à nouveau rentrer en contact avec elle. Donc on a fait tout le truc, je suis rentré en contact, elle a finalement accepté de me rendre cette énergie, mais la médium en question a vu quelque chose d'autre. Elle m'a dit, je vois autre chose. Il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle m'a dit, c'est pas en Suisse, c'est pas en France, c'est pas en Europe. C'est ailleurs, c'est là-bas. Elle voyait la Russie. Je dis, oui, c'est exactement ça. Et elle me dit, c'est votre famille. Je dis, oui, c'est ma famille. Et là c'est moi qui réponds. Je fais, ouais, ça doit être mon frère probablement, parce que mon frère est parti vivre à Moscou. Donc on a voulu à nouveau
rentrer en contact avec mon frère, du coup, par le biais de la communication astrale. Et ça n'est pas passé. Elle n'a pas réussi. Elle m'a dit, il y a une barrière énergétique autour de la Russie qui m'empêche de traverser. Et je ne peux pas, du coup, rentrer en communication avec votre frère. Voilà. Et après coup, ça m'a fasciné cette histoire de barrière énergétique. Donc j'ai fait des recherches de mon côté et tout. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, cette histoire de voyage astral, c'est hyper répandu. Et en fait, c'est très employé à l'heure actuelle, notamment par les corps armés. L'armée. L'armée, ils ont des corps spécialisés du coup dans l'espionnage par le biais de projection astrale. Et il y a une guerre a priori qui se passe dans des mondes supérieurs, des mondes qu'on peut pas voir avec nos yeux, mais il se passe des choses, hein, effectivement. Et elle n'a pas pu pénétrer la Russie à cause des barrières énergétiques qui ont été placées là exprès pour empêcher l'infiltration d'esprits Mais je vais bien le mal croire, intentionnés ou bien intentionnés, je sais pas. Oui, ça, je vais bien le croire. Mm. On arrive aux 2 dernières questions. Oui. Qui sont systématiquement les mêmes. On fait la boucle bouclée, puisqu'on a parlé du premier souvenir d'enfance. Et maintenant, je suis désolé, Charles, mais tu viens de mourir. Ok. Ça arrive à des gens très bien, hein. Et à d'autres qui le sont moins. On va dire que le paradis existe. Mm-hmm. On va voir. C'est une supposition. Et tu viens de mourir. Tu accèdes au paradis, et forcément... Je suis mort comment ? Ah, ça, je sais pas. Hein. Ah, ok. C'est important. Hein. On verra dans... Oui, non, mais le parcours, la cause est importante. Le parcours est bien aussi. Ça ne sais pas si c'est là ou pas là. Mais enfin bon, la question n'est pas sur la méthode. Ok. Sur la finalité. Ok. Après, tu choisiras, tu me diras. Admettons que Saint-Pierre existe aussi. Qu'est-ce que tu vas lui dire quand il va t'accueillir, Saint-Pierre ? Merci. Mais de rien. Moi, la mort, c'est pas une fin en soi pour moi. La mort, c'est le chemin, c'est la suite. On est ici, on est de passage, on est des âmes incarnées dans des corps physiques. Donc l'âme va se détacher et puis elle va rejoindre un monde supérieur où peut-être que je continuerai une nouvelle vie ou peut-être que je reviendrai, je me réincarnerai. Je ne sais, je peux pas dire la date, j'en sais rien. peut-être dans 100 ans comme dans 500 ans, j'en ai aucune idée. Mais quand je le désirerais, probablement, je ne sais pas. Mais je pense qu'on redevient, en tout cas, on redevient, on fait partie de la source à nouveau, tu vois, on retourne, voilà, dans cette intelligence qui nous dépasse. On redevient une particule de Dieu, je pense, hein. Puis après, on est amené peut-être à revenir parce que... voilà, dans la hiérarchie universelle, on n'a peut-être pas rempli tout ce qu'il fallait qu'on fasse. Tu sais, moi, je crois énormément en quelque chose qui s'appelle la loi karmique. Je ne sais pas si tu connais ça. La loi karmique, c'est en fait la raison pour laquelle tu t'es incarné dans ton corps physique dans la vie que tu vis actuellement. C'est-à-dire qu'on a tous une loi karmique. Ça ne veut pas dire réussir dans sa vie, avoir un super travail, une super bagnole, gagner beaucoup d'argent, fonder une famille. Non, c'est personnel. La loi karmique, c'est ce que toi, tu dois faire dans cette vie pour t'améliorer dans la hiérarchie universelle. Voilà, donc on est tous là pour remplir, on a tous quelque chose à faire. Oui. Une mission à accomplir en tout cas, pour revenir ensuite. Merci. Merci à toi. À bientôt.